Ce soir, on va parler de la lumière bleue des écrans, comment s'en prémunir. Et je vais donc inviter Loïs qui a une société qui propose des lunettes euh, anti-reflet lumière bleue. C'est un grand spécialiste de tout ça. Et donc il est là, on va essayer de... Vous savez comment ça se passe les lives. À chaque fois, on n'arrive toujours pas à faire partir les choses comme on veut. Et puis après, au bout d'un moment, eh bien, on arrive à trouver. Alors, est-ce que Loïs se lance à direct? On va prendre quelques petites secondes encore pour faire rejoindre. Laissez envoyer une demande. Évidemment. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Toujours pas. Si ça marche pas tout de suite, on va, on va recommencer. Il est ici. J'accepte ton invitation. C'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt. Oui, écoute, on fait aller. On se connecte à la Terre. On prend soin des ondes électromagnétiques et ce soir, on va prendre soin de ses yeux. Alors, pourquoi ça marche pas? Louise veut participer, mais bien sûr, j'accepte ça et j'accepte plusieurs fois, mais ça marche toujours pas. Ça, c'est assez bizarre. Euh, Bon, ça va être chiant parce qu'on va avoir un début de live où il n'y a pas grand-chose. On ne peut pas rejoindre. Loïs ne peut pas rejoindre. Alors, vous savez quoi? On va faire un truc, c'est je vais recommencer et comme ça, on aura un début moins chiant. Ok, on va faire comme ça. Salut Loïs, je vois que tu es là. Allez, est-ce que je peux faire un truc à partir d'ici? Et ça marche toujours pas. Bon, écoute, je vais mettre fin à ce direct-là. Si tu es là, ah, Oui, tu voilà. m'entends? Je, 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 Salut. comment tu vas? Oui, ça va et toi? Ça va Alors, très bien. du coup, je ne te vois pas, je ne me vois pas, mais déjà on s'entend. Alors, moi, je vois que j'ai un mur avec des lattes derrière. Alors, peut-être que la caméra Ah est pas oui, attends. Ah oui, oui. C'est parce qu'en fait, du coup, bah, je vais mettre dans ce sens-là alors. dans ce Voilà. sens-là. Et là, ça y est, impeccable. Ok, bon. Du coup, bah, je te vois pas, mais je t'entends. C'est bon comme ça? Super. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, donc t'inquiète pas. Excellent. Bah, du coup, donc bonjour à tous, bonsoir aussi déjà. Le soleil commence à se coucher. Euh, C'est ça. donc, merci de prendre le temps de venir sur ce live, de discuter de l'impact de la lumière bleue sur nos vies, la lumière bleue d'origine artificielle. Et oui, mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup puisque je passe beaucoup de temps, moi, devant les écrans. Je voudrais bien prendre soin de moi et comprendre comment ça fonctionne. Je sais que tu as beaucoup de connaissances et tu es un vrai passionné. Et moi, comme je suis passionné aussi, ça m'intéresse d'avoir ton avis pour pouvoir l'exprimer un petit peu à tous ceux qui peuvent nous écouter et d'arriver à exprimer cette chose-là. Alors, il faut des choses un peu pointues, mais que derrière, je puisse l'expliquer à ma femme, à mes enfants assez facilement. Mais voilà, on a besoin de choses concrètes, pointues, pour arriver à redescendre un petit peu et vulgariser pour que ce soit accessible à tous. Ok, tout à fait. Alors, déjà, la lumière bleue d'origine artificielle, ce n'est pas que les écrans. On pense bien sûr aux écrans parce qu'on est aujourd'hui extrêmement exposé aux écrans pendant toute la journée, voire même le soir quand on se détend. Mais la lumière bleue d'origine artificielle, en fait, elle se décompose. Les sources de lumière bleue d'origine artificielle, c'est les light emitting diodes, donc les LED, et aussi les lampes fluorescentes. Avant, au XXe siècle, c'était surtout des lampes à incandescence qui étaient là grâce à l'invention de Edison. Et en fait, la particularité de ces lampes-là qu'on utilisait au XXe siècle, c'est qu'elles émettaient des couleurs beaucoup plus chaudes et beaucoup moins de lumière bleue que les sources de lumière d'origine artificielle qu'on utilise aujourd'hui. Donc les LED, en fait, leur spécificité et les lampes fluorescentes, donc par exemple dans les supermarchés, c'est les néons, etc. En gros, toutes les lumières qui sont allumées une fois que le soleil se couche dans notre société moderne, elles émettent un pic de lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est ce que j'ai pu apprendre. Je vais faire je vais au-delà de la science, je vais un petit peu aussi raconter comment j'en suis venu à ça. Ouais. Mais ce pic de lumière bleue, en fait, j'ai appris que, d'ailleurs, grâce à des cours en fait que j'avais eu en terminale, tout simplement, que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Ok. C'est-à-dire que la lumière bleue, c'est la lumière visible qui a la plus courte longueur d'onde et donc la plus forte énergie. Et c'est ça qui explique déjà pourquoi c'est utilisé, la lumière bleue, parce que donc les LED bleus ont été inventés assez récemment, dans les années 90, dans les années 90, par deux Japonais et un Américain.
qui ont eu derrière le prix Nobel de physique en 2014 pour leur invention, et ce qui explique aujourd'hui qu'elles sont extrêmement utilisées, beaucoup d'énergie et donc des conséquences sur notre anatomie et sur notre physiologie, sur comment on fonctionne. En gros, voilà comment. Donc voilà pour la lumière bleue. Donc qu'est-ce que c'est? C'est les lampadaires, c'est dans le restaurant, c'est les lampes qu'on utilise chez nous, c'est évidemment les écrans, les smartphones au cinéma. Et donc pour expliquer ce que j'ai pu apprendre de la lumière bleue, je pense qu'il faut voilà déjà me présenter. Donc Eh je oui. m'appelle Loïs Kebotinem. J'ai 27 ans et moi c'est quand j'étais en 2014 en deuxième année de médecine, j'avais des problèmes de sommeil et ça a continué aussi en troisième et quatrième année de médecine et j'avais d'autres problèmes, j'avais de l'acné et j'étais assez anxieux aussi. Et en fait l'anxiété m'amenait aussi à mal dormir. J'avais du mal à m'endormir, je me réveillais pendant la nuit. Et déjà, la première chose qui s'est passée dans ma vie, donc en troisième et quatrième année de médecine, c'est qu'avec avec mes amis et en particulier avec un ami, j'ai passé beaucoup plus de temps dehors. J'ai commencé à faire beaucoup de sport en fait donc à l'extérieur, du trail running et puis du vélo et même la randonnée aussi, c'est super. Et je remarquais que je dormais mieux, que je me sentais juste beaucoup mieux. Et du coup, j'ai comme eu, en fait, pendant toutes mes études de médecine, cet instinct qui me disait que plus je vivais naturellement, mieux j'allais déjà, et aussi euh, mieux je me sentais pour les périodes importantes, par exemple des examens, voire même des concours, comme le concours qu'il y a en sixième année. Et du coup, petit à petit, en fait, j'étais un peu comme un ennemi de la technologie, c'est-à-dire que chez moi, donc en quatrième et cinquième année de médecine, et même en sixième un petit peu, j'avais plus Internet chez moi. Mais alors, j'avais Ouais. toujours Internet sur mon téléphone, euh, mais j'avais plus Internet chez moi. Et pardon, c'était en sixième année, donc j'avais plus du tout de smartphone même. Et en fait, ça me permettait juste de mieux vivre. Je le remarquais. Alors certes, je m'isolais un petit peu, mais j'avais toujours mes amis, ma famille. Et, euh, et voilà, tout simplement, en fait, aussi, quand on est en médecine, notre objectif, c'est juste de réussir le concours. Et donc, ça m'allait très bien comme ça, quoi. Dans tous les cas, on n'est pas du genre à sortir tous les soirs et tout. Donc, ça m'allait très bien comme ça. Et pour, euh, pour faire mon concours, quoi. Et puis après, donc début de la deuxième vie un peu qui commence pour tous les étudiants en médecine qui arrivent en septième année de médecine, donc après l'examen classant national, Ouais. après l'examen de sixième année. Euh, à ce moment-là, donc moi j'ai choisi la pathologie, c'est anatomopathologie en France. J'ai choisi cette spécialité qui est passionnante à Besançon, une plus petite ville justement et très proche de la nature, très verte. Aujourd'hui, j'habite en Suisse et donc, avant ça, les 6 premières années de médecine, j'étais à Lyon. Ensuite, j'ai choisi Besançon, petite ville. Et là aussi, j'ai fait beaucoup de vélo. Je me sentais quand même relativement bien grâce au vélo. Mais je me rendais compte que je me sentais bien que le week-end quand je sortais. Et puis que pendant la semaine, euh, la pathologie, même si c'est une super spécialité, j'étais dans un laboratoire, devant des écrans, que ce soit en macroscopie ou en microscopie. Donc, bon, c'est technique, mais si vous voulez, toute la journée, elle se passait à l'hôpital sous des néons et puis devant des écrans. Et du coup, ça allait pas super bien. Et aussi, j'ai dû reprendre un smartphone en septième année de médecine. Voilà, pour diverses raisons. Ouais. Et, et aussi, à ce moment-là, le Covid commence à arriver. C'était début 2020. Et, euh, et donc là, comme tout le monde, j'ai passé encore plus de temps sur les écrans. Et, donc, d'un côté, je voyais que j'avais besoin de changements dans ma vie, et de l'autre, je voyais que les écrans m'embêtaient beaucoup, et aussi que voilà, j'ai souvent été assez sensible aux lumières artificielles, donc même dans la rue et aux phares des voitures, etc. Plus que d'autres personnes, je pense qu'il y a une certaine variabilité interindividuelle, si je puis dire, entre les personnes. Malgré tout, on a à peu près tous la même physiologie quand même. Enfin, on a tous la même physiologie. Et, et du coup, donc c'est à partir de 2020 que là, j'ai commencé à me renseigner sur la science, à me dire, ok, en fait, parce que ce que j'avais remarqué aussi, c'est quand même que l'être humain adopte énormément de nouvelles technologies sans des fois en comprendre vraiment les conséquences. Et c'est à partir de cette un peu de cette remise en question du système établi
euh, et même de la médecine, que je me suis dit, ok, je vais faire mes propres recherches en fait, parce que c'est beau ce qu'on apprend en médecine, mais soit des fois c'est pas à jour, soit des fois c'est erroné, c'est pas une science exacte, et j'ai absolument pas la science infuse, mais les médecins non plus, et donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste de se renseigner par soi-même. Donc du coup, je me suis renseigné sur la lumière bleue, et honnêtement, c'est simplement à portée de clic. On va sur PubMed, on tape Blue Light Effects On, et puis tout ce que vous voulez. De toute façon, après, ça tourne autour à peu près des mêmes sujets régulièrement. Et donc, pour résumer, je dirais que la lumière bleue, déjà, il y a une absence de recul dans le sens où c'est potentiellement plus embêtant que ce qu'on pense, tout comme par exemple la cigarette cause des cancers, notamment le cancer du poumon, et a été incriminée comme étant responsable du cancer du poumon que dans les années 1960, Ah oui. alors que dans les années 1920, tout le monde fumait. Et du coup, je me suis dit ça en fait pour la lumière bleue. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on connaît pas encore? Donc, la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc, ça a de l'énergie et voilà, on a survolé le concept de la longueur d'onde. Ouais. Mais du coup, donc, c'est de la lumière. Elle arrive avec beaucoup d'énergie, donc, sur notre rétine. Et en fait, sur toute notre anatomie de l'œil avant la rétine. La rétine, c'est déjà le début du cerveau. Et la rétine, c'est ce qui permet au cerveau d'analyser, de voir l'image qu'on voit. Donc en fait, la rétine, elle dit à notre cerveau, je suis en train de voir ça. Et la rétine, donc il y a beaucoup de types de cellules dans la rétine, mais il y a notamment les photorécepteurs, qui sont les cônes, les bâtonnets, et un nouveau type de photorécepteur qui a été découvert en 1998 et qui est fascinant, qui s'appelle les IPRGC. Alors ça, c'est juste l'acronyme. En anglais, ça veut dire Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. C'est une petite partie seulement des cellules ganglionnaires de la rétine, et en gros, ce photorécepteur-là sa présence explique beaucoup de choses quant à l'impact de la lumière bleue sur nos vies. Donc, cette lumière, elle arrive avec beaucoup d'énergie sur la rétine, et ce qui est prouvé, c'est que un rayonnement électromagnétique, quand il arrive sur un organisme vivant, sur une cellule, il y a un impact, quoi, action-réaction, et donc un impact que je qualifierais, enfin, qui est photochimique. Okay. Donc, les cellules, elles souffrent. Ça, c'est prouvé in vitro. Maintenant, il y a une nuance à faire. C'est-à-dire que les cellules de la rétine souffrent, elles accumulent un pigment du vieillissement qui s'appelle la lipofuchine, elles dysfonctionnent et elles sont plus sensibles aussi d'ailleurs à la longueur d'onde de la lumière bleue versus les autres longueurs d'onde, donc par exemple la lumière rouge, la lumière verte. Et donc, elles sont plus sensibles et elles accumulent plus de lipofuchine et elles dysfonctionnent et elles sont à risque de mourir prématurément. Ça, c'est prouvé in vitro sur les cellules. Maintenant, ce qui n'est pas prouvé, et pourtant quelques entreprises en ophtalmo, par exemple, j'ai pu voir, faisaient du marketing dessus, c'est que comme quoi ce serait un facteur de risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou voire même ou aussi de cataracte. Donc la cataracte, c'est autre part anatomiquement, c'est dans le cristallin, c'est juste avant la rétine. Mais donc, si vous voulez, sur le plan individuel, clinique et d'une population, c'est pas prouvé qu'on va développer des maladies de l'œil à cause de la lumière bleue. Par contre, les cellules souffrent à cause de la lumière bleue. Ensuite, ça c'est vraiment sur le plan physiologique. Et puis, la rétine, comme c'est déjà le début du cerveau, comme les photorécepteurs sont déjà des neurones en fait, il y a tout un impact sur ce que j'ai découvert qui s'appelle le rythme circadien. Et ça, c'est à la fois, je pense, le plus gros impact, les plus grosses conséquences sur notre vie, et en même temps, ce qui se trouve être le plus prouvé et le plus logique. C'est-à-dire que là, moi, j'ai une lumière à côté de moi, elle est en train de dire, malgré mes lunettes, ok, elle est quand même en train de dire à mon cerveau de pas dormir. Elle est quand même en train de dire à mon cerveau de pas sécréter de mélatonine. Et ce que j'ai pu découvrir aussi, du coup, au cours de mes recherches, donc j'ai écrit un e-book d'ailleurs dessus, c'est que la mélatonine, on en entend parler vite fait, comme quoi c'est l'hormone du sommeil. J'ai peut-être eu 1 ou 2 cours en médecine sur la mélatonine,
Mais la mélatonine, bon, toutes les hormones sont à optimiser quand même, c'est sûr. Mais la mélatonine est vraiment au carrefour de notre fonctionnement. C'est non seulement quand ça va pas, la sécrétion de mélatonine, c'est prouvé que ça déclenche toutes les maladies de la Terre. Ouais. C'est-à-dire que c'est prouvé que le travail posté, le travail de nuit, sur le long terme, on augmente tous les risques de maladies, le diabète, la mort subite, les infarctus, donc maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, maladies psychologiques. Tout, vraiment, quasiment toutes les maladies, elles sont liées. Enfin, je veux dire, un mauvais sommeil déclenche des maladies. Et en fait, le revers positif de la médaille, c'est que prendre soin de sa mélatonine, euh, Ouais. ça a un aspect positif sur notre quotidien, sur notre santé. Sur notre quotidien, je dirais juste de bien vivre, de d'être concentré par exemple aussi, d'être plus performant, de mieux dormir évidemment, d'avoir moins mal à la tête. Donc c'est la mélatonine, euh, c'est antioxydant, c'est anti-infectieux, anti-inflammatoire, anticancéreux. Pour la psychologie, c'est ce qui nous permet une bonne sécrétion de mélatonine, c'est ce qui nous permet de diminuer les risques de troubles affectifs saisonniers, donc de dépression hivernale. Euh, c'est La mélatonine est aussi donc importante pour éviter l'anxiété euh, et euh, et puis voilà quoi. Donc la mélatonine est une hormone hyper importante à optimiser et et du coup c'est de là qu'est parti ensuite mon besoin d'optimiser ma sécrétion de mélatonine parce que aussi il y a dans nos cellules il y a en dehors du noyau, donc dans le cytoplasme, il y a ce qui s'appelle des mitochondries. Et ça, Ouais. les mitochondries, quand on fait un petit peu, quand on a fait de la science ou par exemple un parcours scientifique, on voit ce que c'est. C'est des centrales énergétiques dans nos cellules. Exactement, ouais. Et ces mitochondries, elles ont besoin de se réparer aussi. Et en fait, pendant la nuit. Et sauf que elles peuvent se réparer euh, seulement grâce à la mélatonine et grâce à notre exposition donc à la lumière naturelle pendant la journée. Or, la lumière artificielle, c'est comme juste euh, c'est une mauvaise lumière en fait. C'est une lumière de mauvaise qualité. C'est un peu comme la même différence entre une bonne salade avec des antioxydants et des protéines de bonne qualité et des bons gras versus un plat chez McDonald's quoi. Parce qu'en fait, à cause de ce pic de lumière bleue et de cette et de c'est pas une absence de lumière chaude, mais il y a beaucoup moins de lumière chaude et elle est beaucoup moins, ce pic de lumière bleue est beaucoup moins contrebalancé par la lumière chaude. Alors qu'une lumière naturelle, elle est, c'est un spectre qui est continu. C'est-à-dire qu'il y a à peu près autant de lumière bleue que de lumière rouge, que de lumière jaune, verte. Or, pendant des centaines de milliers d'années, ça j'en ai toujours été convaincu. Et c'est de là que vient aussi je pense que c'est un mode de vie aussi, le fait de vivre naturellement. Pendant des centaines de milliers d'années, on a évolué naturellement avec la Terre qui tourne autour du Soleil, qui régule notre rythme circadien, parce que le rythme circadien, notre horloge biologique, ce qui fait qu'on a envie de dormir le soir et envie d'être actif pendant la journée, elle est régulée par différentes choses, elle est synchronisée par différentes choses. Nos activités, il y a trop de choses pour devoir les citer en fait. Nos activités sociales, même voilà la nourriture et tout. Mais la première chose qui régule notre rythme circadien, c'est notre exposition à la lumière. Autrement dit, nos yeux, ils sont tout petits. Nos cônes, pareil, les photorécepteurs qui sont présents dans la rétine, ils sont quasiment que présents dans le centre de la rétine, donc dans la macula. Bref, nos yeux sont tout petits et pourtant c'est l'une de nos meilleures portes d'entrée vers le monde extérieur. Et donc notre rythme circadien est principalement régulé par notre exposition à la lumière. Ça a toujours été le cas. Je pense qu'on était pareil il y a 100 000 ans physiologiquement, que notre ADN n'a pas trop changé, même si j'ai pas pu, voilà, j'ai pas vérifié ça sur certaines études si notre ADN n'a pas changé, mais je veux dire, en tout cas, il y a 20 000 ans, on était déjà bipèdes, on était à peu près de la même façon, quoi. On avait la même rétine. Je remets ma main à couper. Et, euh, et sauf que
sauf qu'on voilà, on n'avait pas ces lumières artificielles qui aujourd'hui disent à notre cerveau de pas dormir. Euh, Plus précisément donc à la glande pinéale qui est la glande qui sécrète la mélatonine. Et, euh, et c'est ce qui a le plus fort impact, je pense, dans la vie de tous les jours. Parce que ce qui compte, c'est pas, enfin, si la science compte, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et comment résoudre le problème. Et je pense que moi, si je me sentais pas bien quand j'étais en deuxième année, troisième année, c'était en première partie, en premier lieu, parce que j'étais pas assez exposé à la lumière naturelle, parce que notre mode de vie aujourd'hui, on pense que c'est normal d'être à l'intérieur toute la journée, euh, alors que je pense qu'on devrait être quasiment à l'extérieur toute la journée. Il y a aussi, ça c'est un peu, alors là j'entre un peu dans la controverse parce que je vais contredire par exemple des dermatologues ou grand nombre de dermatologues, mais il y a cette pensée comme quoi les UV sont très mauvais pour la santé, très nocifs, faut mettre des lunettes de soleil, etc. Et puis faut mettre de la crème solaire. Bah moi je suis juste pas de cet avis. Déjà parce que la crème solaire, plein de produits chimiques dedans et parce que les ultraviolets sont très importants pour réguler notre rythme circadien. Certes, les ultraviolets sont cancérigènes, tout comme tout dans la nature quand on en abuse. Donc les ultraviolets, c'est, si vous voulez, c'est une lumière qui a une longueur d'onde plus courte que la lumière bleue. La lumière bleue, c'est encore de la lumière visible dans le spectre de lumière visible. Juste en dessous, on a les ultraviolets. Donc c'est invisible les ultraviolets. Il y a les UVA, UVB, UVC. Les UVC sont en théorie bloqués par la couche d'ozone. Les UVA et les UVB, c'est vrai, c'est cancérigène, c'est vrai, ça accélère le vieillissement de la peau, etc. Mais du coup, sous prétexte de ça, on ne s'expose plus, enfin en partie sous prétexte de ça, on ne s'expose plus à la lumière naturelle. Et, euh, et du coup, je pense que ça a ça a de bien pires conséquences, le fait de vivre à l'intérieur, d'être sédentaire, de ne pas respecter ce que je pense être, moi, en tout cas, pour ma propre vie, mes 5 grands principes, cinq grandes bases que j'essaie d'optimiser. Et, euh, et donc, que sous prétexte que les ultraviolets sont mauvais, on va pas sortir. Et, euh, et voilà, quoi, c'est juste mauvais pour la santé. Et pareil, mettre des lunettes de soleil, ben en fait, ça nous prive d'une bonne partie du spectre de lumière. Et je dis pas que mettre des lunettes de soleil est très mauvais pour la santé si on les met quand on a mal aux yeux, quand on est vraiment trop dehors ou quand on a un métier qui nous amène à être beaucoup trop dehors, enfin, qui nous amène à être énormément à l'extérieur. Mais moi, par exemple, donc, j'habite vers le lac Léman en Suisse, et quand je vois des gens alors qu'il y a à peine du soleil déjà, et puis qui portent leurs lunettes de soleil parce que c'est stylé, de 11 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir, bah, je me dis, ils prennent absolument pas soin de leur rythme circadien, et je pense pas que ces personnes-là dorment bien en tout cas. Et donc moi, par exemple, je mets quasiment pas de lunettes de soleil, même si j'en vends d'ailleurs, mais c'est seulement pour les personnes qui veulent vraiment, voilà, enfin, par exemple les alpinistes. Enfin, il y a des personnes qui doivent mettre des lunettes de soleil, ok? Les alpinistes, les personnes qui sont sur des étendues d'eau ou conducteurs de bus, ou si on est vraiment toute la journée dehors. Mais je pense que voilà, dans notre utilisation, je pense que là-dessus on se trompe. Et donc peut-être pour revenir sur la lumière bleue, euh, je dirais qu'aujourd'hui, il y a comme un... Moi, avec mes lunettes anti-lumière bleue, je résous un gros problème. Mais il y a plein d'autres problèmes dans la société d'aujourd'hui et qui ne respectent pas... enfin, les gens, je pense, respectent... C'est pas de leur faute, mais respectent beaucoup moins leur naturalité, j'ai envie de dire leur côté naturel. Et, euh, et donc, aujourd'hui, du coup, les gens, ils mettent du temps à s'endormir. Ils se réveillent pendant la nuit, des fois, sans s'en souvenir. Le matin, ils se réveillent. Et en fait, le problème de la lumière bleue, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas j'ai vraiment mal dormi à cause de la lumière bleue. Et du coup, les gens, enfin, quand je dis les gens, c'est vraiment si je dois extrapoler, hein, parce que voilà, je suis forcé d'extrapoler. Mais les gens, du coup, plafonnent en fait. Ils plafonnent. Je pense que c'est une perte de chance et une perte de potentiel de se réveiller moyen avec
pas beaucoup d'énergie, mais en ayant quand même assez d'énergie pour penser qu'on a quand même de l'énergie. Ils ont des problèmes de concentration aussi, qui est déclenché par la lumière bleue, même si à court terme, la lumière bleue augmente la concentration, mais à très court terme, c'est comme, et ça, je vais faire un autre parallèle, mais je sais pas si vous voyez des gens qui prennent beaucoup de Red Bull, bah en vrai, ok, ils peuvent se concentrer pendant 5 minutes, mais de façon générale, ils sont pas très concentrés en fait. Et bah, la lumière bleue, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme de la caféine qu'on prend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc oui, c'est censé être stimulant, enfin c'est stimulant, mais du coup, à long terme, on n'est pas fait pour ça parce qu'on n'est pas des robots. Donc voilà, c'est difficile Ouais, écoute, de j'aime discuter de ça. beaucoup, beaucoup t'écouter. D'habitude, c'est moi qui parle beaucoup, mais là, j'aime beaucoup, beaucoup t'écouter et j'aime beaucoup ce que j'entends parce que ce que j'entends, c'est que comme moi, tu privilégies l'aspect naturel du vivant, Oui, c'est-à-dire l'observation de l'humain à l'état naturel et oui, comment prendre soin de soi en faisant en sorte que la technologie qui nous entoure, on a des outils à notre disposition. Alors, c'est vrai que c'est cool, ça nous amène un certain confort, mais comme un couteau, souvent je le dis, hein, l'idée c'est de bien s'en servir pour pas se blesser et avec parcimonie, tout en restant conscient que ce qui nous entoure peut amener quelque chose de cool, mais voilà, il faut vraiment prendre soin de soi naturellement. Et quand on le fait naturellement, le corps répond encore mieux que quand on utilise absolument. des choses pour contrecarrer. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes, c'est que comme moi, on va utiliser de la technologie pour pallier un petit peu cette technologie qui vient nous impacter nocivement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette façon de voir les choses parce que on va hacker finalement la technologie sur laquelle on pointe du doigt en disant bah voilà la lumière bleue c'est une technologie qui pourrait être néfaste pour nous. Eh bien on va se servir de la technologie pour justement dire bah on va contrecarrer avec un outil. Voilà, on va Ça, utiliser un outil pour notre outil. Et donc j'aime beaucoup ta façon de voir les choses. Je vois que tu connais très très bien ton sujet. Moi, ça me parle beaucoup. J'ai besoin d'entendre ces choses-là pour bien comprendre et conceptualiser ce que la lumière bleue peut avoir comme effet et comme impact. Et c'est vrai que le raccourci qu'on fait souvent, c'est que la lumière bleue, c'est les écrans. Et en fin de compte, je me rends bien compte que la lumière du plafonnier joue un rôle aussi important que mon téléphone quand je me réveille le matin, oui, que les phares des voitures jouent le même rôle, que les néons dans la rue, c'est la même chose. Et en oui, fait, c'est toutes les lumières qui sont devenues bleues. oui, tout à fait. Voilà, et tu l'as très bien dit, toutes les lumières sont devenues bleues depuis qu'on Ouais. n'utilise plus les lampes à incandescence. 20e siècle, c'était quand même plus chaud, c'était plus naturel, j'ai envie de dire. Peut-être pour parler un peu plus de lumière de façon générale, on a la lumière naturelle et la lumière artificielle. La lumière naturelle, c'est le soleil. Il y a aussi un petit peu le feu quand même qui peut être considéré comme de la lumière naturelle ou semi-naturelle. Et après, lumière artificielle, on a les lampes donc la lumière à incandescence, et ensuite les lampes fluorescentes et les LED. Et aujourd'hui, c'est que les LED et les lampes fluorescentes qui sont utilisées. Et parce que c'est pas très cher à produire et c'est très 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 énergétique. C'est justement le fait que elles soient très concentrées sur les courtes longueurs d'onde, le bleu, fait qu'elles sont très énergétiques et mais de mauvaise qualité pour notre œil. Et puis même si elles étaient même si c'était un spectre continu, ben le soir, quand c'est le soir, c'est le soir. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé du tout voir de lumière. Donc voilà, c'est tout simplement quelque chose qui nous empêche de, de respecter notre fonctionnement. Et donc, comme notre vie c'est des cycles, et notamment le cycle, donc le rythme circadien, et puis donc l'alternance jour-nuit, bah, le fait de ne pas respecter sa soirée et sa nuit fait que, je pense, on ne respecte pas son lendemain. Et donc aussi, c'est pour ça que là, ce que tu as dit m'a vraiment fait penser au fait